Pour plusieurs personnes, dès qu'ils ont 20 $ dans leur poche, c'est aussitôt dépensé. Pas facile d'en mettre de côté. Les cartes de crédit sont pleines. Tant de choses à mentionner sur l'argent qui nous brûle les mains. On en discute cette semaine à Génération Z. On s'est dit que pour parler finances, argent, il n'y avait pas plus crédible que M. Sylvain Arsenault aujourd'hui, qui est CPA. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Et c'est pas votre première venue d'ailleurs dans nos studios. Ça fait quelques fois, oui. Parfait, merci d'être là. Sadraque et Laurence, merci toujours à vous. Bonjour. Vous êtes mes co-animateurs finalement rendus. C'est exactement ça. On est là, on s'aime beaucoup. Alors la question de base, comme on le disait dans l'intro, quelle importance vous accordez à l'argent? On a l'impression qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, puis qu'on s'affiche, puis qu'il n'y a pas vraiment de problème là. L'importance que l'on accorde, en particulier avec les jeunes aujourd'hui, M. Arsenault, avec l'argent? On commence solide avec l'argent, oui. Ça fait référence à nos valeurs, c'est sûr, à l'argent, posséder de l'argent, les priorités. On entend souvent dire savoir avoir versus savoir être, avoir de l'argent ou ne pas en avoir. Donc oui, c'est important même pour les jeunes aujourd'hui parce qu'avec la société de consommation qu'on a, évidemment, on ne peut pas faire autrement que parler d'argent presque à tous les jours. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes, justement, assez jeunes, qui consultent avec vous? C'est plutôt rare. C'est des gens qui partent en entreprise. Il y a des jeunes entrepreneurs, mais des jeunes qui vont encore à l'école. Évidemment, ça reste dans le cercle de l'école, mais ils sont de plus en plus conscientisés pour faire des budgets puis gérer leur patrimoine de jeunesse. Sadraque, est-ce que l'argent te brûle les poches? Me brûle les poches. Ouais. En ce moment de fin de session, non, pas tellement. Mais si ça me brûle, ça dépend où est-ce que ça brûle en tant que tel. Là, Façon de parler, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais en ce qui en est pour l'importance de l'argent, l'argent en tant que tel, en tant que monnaie, moi, personnellement, j'accorde pas une importance à cela, mais j'accorde une importance plus à qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, comment qu'on le gère. Je trouve que c'est important, surtout en tant que jeune. J'ai étudié en administration, puis je me suis rendu compte à quel point l'argent est prédominant. C'est prédominant partout, que tu sois infirmière, que tu sois animateur, que tu sois dans n'importe quel domaine, l'argent, c'est prédominant. Mais faut faire attention lorsque ça touche aux valeurs, là, effectivement. Laurence? L'importance de l'argent, bien, je pense que inévitablement, pour tout le monde, c'est quelque chose d'assez important parce que, de toute manière, maintenant, tout est quasiment pas achetable dans le sens où tout augmente au niveau de l'argent. Puis, tu sais, je veux dire, tu veux te payer un certain luxe, on veut tout vivre confortablement. C'est comme une genre de sécurité pour nous, l'argent. Fait que je pense que c'est un sujet qui est ultra important, puis qui sera toujours, tu sais, ça va toujours être dans notre pensée parce que peu importe ce que tu vas faire, tu te lèves le matin, tu vas aller en quelque part, tu sais, t'as pas ton portefeuille, t'es fini, là. Tu sais, je veux dire, tu peux rien faire sans argent, entre guillemets. Fait que c'est une genre de sécurité. Fait que oui, je pense que c'est important dans la tête de tout le monde, mais je pense que c'est juste jusqu'à quel point ça doit être important. Tu sais, je pense que faut pas qu'on fasse aucun choix en conséquence de l'argent, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui reste important. C'est sûr qu'on peut se rendre malade si on focus trop là-dessus aussi. Là. Je comprends si on en manque beaucoup, puis à l'inverse également, si on ne pense qu'à en mettre de côté, c'est un mélange des deux. Mais peut-être une question de base, est-ce qu'en majorité, les gens sont économes ou dépensiers? Vous, est-ce que vous êtes économe? Mon Dieu Seigneur. Ah non. Pas du tout? Oh non, non, non. OK. Je veux dire, moi, j'ai pas de carte de crédit. Parce que de l'argent comme ça, dans une carte qui n'existe pas, pour moi, je sais que puis je me la mets, je serais pas capable. Je serais pas capable. Je disais, mais tu sais, à un moment donné, ta carte passe pas, carte de crédit, tu sais, je veux dire, moi, je dépense pas ce que j'ai pas, mais je suis plus ou moins capable d'économiser à ce niveau-là.
je me gâte. C'est correct comme ça aussi. Ça drague. Moi, en fait, je prends contact avec monsieur parce que j'ai besoin d'un comptable. Comme Laurence, je ne sais pas si c'est un manque d'éducation par rapport à l'argent ou si c'est une maladie, mais non plus, j'ai cancellé ma carte de crédit là, parce que je me suis rendu compte du poids qui est entre tes mains lorsque tu as une carte de crédit et des stupidités que tu peux faire avec. Mais tranquillement, je commence à me faire des budgets là. Je commence à m'auto-réglementer là par rapport à ma consommation, mes dépenses inutiles versus dépenses très utiles que tu n'as pas le choix de faire. Donc, ouais. Monsieur Arsenault, à partir de quel âge peut-être on devrait être davantage conscientisé sur les REER, le CELI, en mettre de côté? Est-ce qu'il y a un âge en particulier où c'est le temps idéal pour commencer? Bien, je pense que tant et aussi longtemps qu'on est étudiant, un REER, là, on ne se cachera pas que c'est pas l'outil préféré là, des gens parce qu'on n'a pas les fonds pour ça, évidemment. Et d'ailleurs, dans la société en général, dans le monde du travail, je pense qu'il y a 30 ou 35 des gens qui pensent à mettre de l'argent de côté dans des véhicules de placement, style CELI ou REER. Donc, bien, je pense que dès qu'on quitte l'école et qu'on a un travail, ou même pendant l'école, si le travail est suffisant, c'est bon de commencer à avoir l'idée d'économiser ou d'épargner, parce que ça nous suit toute notre vie. Quand on peut épargner, évidemment, on parle de budget. Budget égale épargne, hein, évidemment. S'il n'y a pas de budget, bien, l'épargne n'existe pas. Donc, ça va en relation. Et j'ajouterais également que les jeunes, par contre, sont de plus en plus sollicités pour les cartes de crédit. On le voit, les jeunes à l'école vont commencer avec une carte de 500 $, puis 5 ans après, c'est rendu 5 000 $. Donc, ça a été bien géré. Les paiements ont été faits à temps. Bon, déjà, on est conscientisé avec l'idée de faire de l'épargne et à ce moment-là, bien là, on peut le reporter sur des REER, des placements, c'est autre chose. Est-ce que justement, d'avoir une carte de crédit, on devrait limiter ça? J'avais dans mes statistiques justement le fait que des jeunes de 16 ans en ont, là, c'est rendu répandu. Est-ce que c'est une bonne chose? Difficile de répondre à ça. Je pense que les jeunes, en fait, sont immergés d'annonces publicitaires, hein, donc posséder. Donc, c'est facile d'avoir l'accès au crédit. Et j'imagine que pour les compagnies de cartes de crédit, oui, pour eux, c'est une bonne chose. Les jeunes, je pense que c'est mitigé. Je pense qu'on est rendu là. On est en 2015 et puis ça fait longtemps que les jeunes ont accès à du crédit facilement. Parce qu'on nous dit justement que c'est bon pour se faire un crédit, là, d'y aller d'emprunt. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est plutôt une parole que l'on répand, mais que c'est pas ça? Surtout pour les cartes de crédit, je parle là. J'ai pas de statistiques là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a des mauvaises expériences. Hein, des jeunes qui utilisent trop le crédit puis ne payent pas leur compte à un moment donné, doivent faire des emprunts à long terme pour régler tout ça. Ça occasionne des problèmes. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Peut-être que la plupart diraient non, c'est une bonne chose en soi, mais il y aura toujours un pourcentage de jeunes ou même de moins jeunes qui vont mal utiliser leur carte de crédit, puis à ce moment-là, bien, il y a des problèmes qui arrivent. Bien, c'est parce que les intérêts sont tellement élevés. C'est du 20 quelques %. On a de la misère à rembourser le tout souvent. Là. C'est tout dépendant de la limite que l'on a sur la carte en question. Oui, absolument. Parce qu'on dit que l'argent fait le bonheur. À quel point vous pensez que c'est le cas? Ou est-ce qu'il y a un salaire, vous pensez, qui est comme l'idéal ou pour se permettre ce qu'on veut? Je sais pas. Moi, je me rappelle en secondaire 5, j'oublierai jamais ce prof-là. Il s'appelait Guy Erwin. Et on le salue d'ailleurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Guy. Salut. Puis je me rappelle, c'était à la rentrée au premier cours. C'était un cours d'économie. Il nous a tous demandé à la classe, selon vous, la valeur fondamentale de l'argent repose sur quoi? Puis là, on disait, ah ouais, l'or, le stock market, etc., etc. Puis à la fin, il nous a répondu, la valeur fondamentale de l'argent repose sur rien. Puis c'est maintenant que je commence à réaliser que ça fait vraiment du sens ce qu'il disait. Et je reprends son enseignement et je le garde avec moi parce que quel salaire je me donne à moi. Je peux pas me quantifier, je peux pas me valoriser avec un chiffre, un nombre. J'ai lu une parole sur Instagram l'autre jour qui disait, je vais le traduire en français, mais l'argent, c'est des chiffres et les chiffres, ça finit. Les chiffres, c'est infini. Donc, si tu quantifies ton bonheur, ben ça va jamais terminer. Donc, je me donne pas de prix, je me donne pas de valeur numérique sur Sadrac. Voici maintenant un petit montage avec l'étudiant et son budget.
Comment se fixer un objectif d'épargne réaliste? Cet objectif peut être établi en dressant une liste de l'ensemble des revenus qu'il obtient et des dépenses qu'il fait et de s'assurer que la balance entre les deux est égale ou positive. Le solde de ses économies, ses revenus d'emploi et même les cadeaux en argent représentent aussi des revenus. Ensuite, il doit identifier ses dépenses. Le coût de ses études, son forfait de téléphone cellulaire, ses frais de transport, le montant d'épargne pour son ordinateur sans oublier quelques petits extras pour agrémenter son été. Cette liste de revenus et de dépenses peut varier pour chaque personne, mais une chose est sûre, il faut équilibrer les deux. De cette façon, Christian pourra établir si son projet est réaliste. Si avec son budget, il arrive à réaliser son projet, c'est l'idéal, mais s'il doit augmenter ses revenus ou diminuer ses dépenses, il pourra le faire intelligemment. Le montant et la fréquence à laquelle il épargnera doit aussi être déterminé en fonction du versement de ses payes, par exemple. Finalement, il doit fixer une date à laquelle il souhaite avoir atteint son objectif. Cette planification lui évitera de s'endetter et de se retrouver dans de mauvaises dispositions pour commencer ses études. Certes, ce n'est pas très amusant de faire un budget, mais les avantages sont évidents. Moins d'imprévus, de l'argent quand tu en as besoin, mais le plus important, apprendre à gérer tes finances. Laurence, tu voulais rajouter quelque chose? Ben non, mais parce qu'on parlait de justement l'argent qui ça fait le bonheur ou pas. Mais tu sais, moi, comme toi, un peu, toi, tu te rappelles de ton professeur, mais moi, c'est d'une photo que j'avais vue, puis ça disait non, l'argent, ça achète pas nécessairement le bonheur, mais ça achète un jet ski. Puis est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de malheureux sur un jet ski? Je pense pas. Fait que moi, ça m'a toujours marqué. Puis c'est vrai, tu sais, c'est pas l'argent en tant que tel qui va faire en sorte que tu sois heureux ou pas. Je pense que c'est plus ce que tu en fais avec, si ça t'apporte une certaine sécurité, ça te permet pour toi de voyager, puis de faire... Tu sais, c'est plus à ce niveau-là, mais l'argent en tant que tel, il y a une personne qui peut faire des milliards, qui sera peut-être pas plus heureux que quelqu'un qui en fait beaucoup moins. Tu sais, c'est pas nécessairement l'argent fait le bonheur, c'est juste que ça peut peut-être te permettre de toi, dans ta vie, de t'épanouir sur des choses que tu peux faire, que tu n'aurais pas pu faire sans argent. Mais c'est ça, c'est juste pour rajouter ça. En fait, c'est que ça enlève un poids. Ça enlève un poids, exact. À partir du moment qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut, ouais, ça nous enlève un poids énorme. On parlait de budget. Je veux savoir vos méthodes. Est-ce que vous êtes en mesure d'en faire un et de quelle façon vous vous y prenez? J'imagine connaître un peu la réponse dans votre cas. Quoi que vous aviez une nuance à apporter, c'est vrai, avant peut-être d'y aller de Sadraque et Laurence. Le budget pour vous n'est pas si important, M. Arsenault? Bien, le budget est important, oui, mais c'est un outil de mesure, hein? C'est un outil de travail, un budget. Donc, je pense que les habitudes de consommation le sont davantage importantes qu'un budget. C'est-à-dire que si on n'est jamais capable de garder de l'argent et de tout dépenser jusqu'au dernier sou, bien, le budget, il va toujours avoir zéro. À la fin, il n'y aura pas d'espace pour une économie, il n'y aura pas d'espace pour administrer des surplus, par exemple. Donc, c'est important d'avoir des bonnes habitudes de consommation. C'est un peu comme quelqu'un qui a un excédent de poids. Une balance, c'est bien important, mais si tu ne sais pas c'est quoi un légume, puis tu ne sais pas faire de l'exercice, même si tu as une balance, c'est comme ton budget, elle ne servira pas à grand-chose, la balance. Il faut que tu commences par avoir des bonnes habitudes de vie saine. Bien, en consommation, en finance, c'est la même chose. Adopter des bons comportements de consommation, puis après ça, enligner un budget, là, on est prêt, on est apte. Ça serait comme la deuxième étape, qui est importante, mais qui est en deuxième par rapport, selon moi, aux habitudes de vie. Et j'imagine que plus on est en mesure de l'appliquer rapidement dans notre vie, mieux c'est, parce qu'on va garder cette tendance-là une partie de notre vie, je suppose. Oui, effectivement. C'est le but. Hein? Oui, voilà. Un budget, es-tu capable de faire ça, Sadraque? J'en ai fait un cette année. OK. J'en ai fait un, j'ai réussi à m'acheter mon premier véhicule. Félicitations. Et je me suis rendu compte à quel point, quand on travaille, il y a tellement d'argent qui passe entre nos mains et qui sort, là, ça passe, puis ça sort, ça rentre et ça sort. Et quand je me suis dit, non, là, je vais vraiment me faire un plan concret sur une période de 6 mois, j'ai réussi à... Et j'étais tellement content parce que je me suis rendu compte de l'importance de juste structurer ton argent. Mais c'est important d'avoir un but en même temps. Si tu fais juste économiser... Moi, personnellement, si je fais juste économiser pour me dire je vais économiser, je sais que je vais finir par dépenser. Là, t'as 3 000 $ dans ton compte épargne, puis t'as pas nécessairement une dépense à long terme à faire. T'es comme... Zara. Rendu au bar, tu fais la c'est ça. pour tout le monde. Tu te sens généreux, là, ouais, t'es généreux. Ouais. Donc, ouais, j'ai expérimenté ça et j'ai eu des résultats concrets. Donc, tu penses pas avoir été capable d'y arriver si c'était pas d'avoir fait un budget? Oh non. OK. Totalement. OK. Et de quelle façon tu t'y es pris, par curiosité?
Je me donnais un montant à chaque paye de 2 semaines, je mettais ça direct dans le compte épargne. Et je pouvais pas y toucher. Donc, c'était un montant fixe chaque 2 semaines dans le compte épargne et j'ai étalé ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis... Trichais pas. Wow. Non, j'ai pas triché. J'ai pas triché. Cool, ça. Ouais, Laurence. Oui, c'est ça, bravo. Moi, en fait, j'ai jamais vraiment eu, pour l'instant en tout cas, à devoir avoir un budget très strict. OK. Je suis convaincue que n'importe qui a une bonne volonté peut y arriver. Mais non, j'ai dans la vie de tous les jours, les circonstances font que j'ai pas nécessairement besoin d'un budget, mais j'essaie de faire quand même attention justement à mon argent pour pas avoir des dépenses, justement, des dépenses inutiles. Ou, j'essaie de vraiment, au moins ce que je dépense, j'essaie de le dépenser judicieusement, mais j'ai pas de budget à faire en tant que tel. Qui seraient vos références? Vous avez une question en termes d'argent, d'économie. Qui va vous venir en tête rapidement? Est-ce que ce sont vos parents? Ben oui, c'est mes parents. C'est sûr, c'est mes parents. C'est le modèle tout de même. Hein? Même s'ils peuvent être dépensiers ou trop économes versus nos valeurs à nous, ça reste notre référence. Bien, tu sais, les parents, c'est toujours relativement le modèle pour tout. Tu sais, je veux dire, dans la vie de tous les jours, moi, c'est sûr que ma mère, je l'admire, mon père, je l'admire aussi. Fait que c'est sûr que tout ce qu'ils font, eux autres, ils nous apprennent une façon de faire les choses qui est peut-être pas pareille que le voisin d'à côté, mais c'est une façon de faire qui, éventuellement, dans la vie, tu veux reproduire aussi. Fait que ce soit une question de budget, une question d'alimentation, d'habitude de vie. C'est tous tes parents qui t'inculquent ça au début parce que tu n'as aucune notion sinon, tu sais. Fait que oui, moi, je me fie toujours à mes parents pour ce qui est de dépenses, de budget, de valeurs, de ce qui est important, dans quoi dépenser, puis de ne pas dépenser dans certaines affaires. Je le prends entièrement sur mes parents. Et je vous interpelle tous les trois. J'ai l'impression que l'argent prend de plus en plus de place dans notre société, qu'on en parle ouvertement, qu'on aime s'afficher, qu'il n'y a pas rien là, que c'est pas grave maintenant à parler d'argent. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas? Ouais. Allez-y, M. Arsenault, vous hésitez de répondre à ça. Hein? Bien, évidemment, on vit dans une société de consommation, tout le monde le sait. Et de vouloir dépenser, c'est parce que la société nous dit consomme, tu vas être heureux. C'est quasiment ça. Quand on voit une annonce de véhicule ou n'importe quoi à la télé, consomme, 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 ça va t'amener le bonheur. Tu vas être heureux. Est-ce que c'est la solution? Évidemment, non. Je pense que c'est pas ça. Mais en même temps, il y a une pression sociale sur le matérialisme, sur posséder. Encore là, avoir. L'équilibre là-dedans, c'est bon pour les jeunes comme les plus âgés. L'équilibre entre posséder puis savoir-être aussi. Je pense que la société nous montre moins ça parce qu'on devient un peu narcissique, on devient même, je dirais, individualiste par rapport à ça. Et je lisais dans un article, c'est une société axée sur le « je », malheureusement, plutôt que sur le « nous » davantage. Donc, on consomme, on pense qu'on est heureux, mais souvent, ça fait le bonheur aussi. Mais à long terme, c'est plus ou moins vrai. Est-ce que j'ai un bon pressentiment à vous avec ceux que vous croisez dans la vie de tous les jours? Là? Surtout avec le phénomène de pression sociale, là, comme que vous avez évoqué. Oui, il y a une pression par rapport au matérialisme. T'as pas le dernier iPhone, t'as pas la dernière collection de Michael Kors, etc. Si tu l'as, ben pas nécessairement t'es cool, t'es hot. Là, on n'est plus nécessairement là-dedans. C'est pour mais se juste conformer. Comme, wow, tu sais, elle a de l'argent, genre. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être un peu too much rendu là. Comme si tu l'aimes ton sac à main qui t'a coûté cher, fine, tu sais, mais c'est juste que les gens de plus en plus ils font ça que pour paraître. Je veux dire, j'ai l'air de parler que des bars, mais dans les bars, tu vois ça, des personnes qui achètent 7, 8 bouteilles. On s'entend-tu qu'une personne normale peut en boire même pas la moitié, je veux dire, c'est juste normal. C'est vraiment juste tout simplement pour montrer. Puis c'est là que ça devient problématique. Si tu veux te gâter à toi, tu faire des plaisirs. Puis il y a quelqu'un qui adore ça, et sac à main, il peut s'en payer 15, on s'en fout. Mais c'est du moment où tu le fais pour le montrer juste aux autres, c'est là que c'est des problématiques. Puis c'est pas mal tout le temps ce cas-là. Mais c'est encore pire. Ça veut dire que ça nous pousse à faire des choses qu'on n'a peut-être même pas envie de faire. C'est sûr. Wow. C'est sûr. Okay. Surtout lorsqu'on est plus jeune, t'as pas encore une identité propre à toi-même, tu te connais pas totalement et tu prends ce genre de décision-là. Ça va être tenté de le faire. Ben oui. On a posé la question, en tout cas, à des cégepiens. Voici leur réponse. Je fais pas beaucoup de dépenses. Même si j'ai travaillé cet été, j'essaie de le conserver pour éventuellement le donner à des trucs plus importants. Disons qu'il y a des dépenses qui sont pas très importantes, comme aller en voyage, c'est un loisir.
Puis financer des œuvres de charité, je ne l'ai pas encore fait dans ma vie, mais je compte le faire éventuellement. Ça, c'est plus important. Pour moi, l'argent, c'est très important, là. Déjà, moi, je suis entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai une entreprise en web. C'est-à-dire que je dois justement gérer beaucoup plus mon argent, contrairement aux autres personnes juste ici à l'école. Tu sais, j'ai des serveurs dédiés à acheter, c'est 300 par mois. Donc déjà là, j'ai 300 par mois, mais au final, j'ai 800 par mois que je gagne avec mon entreprise en créant des sites Internet au minimum. C'est-à-dire qu'au niveau de mon argent, je suis très, très, très bien. Mon père, il est bon pour gérer l'argent, là, je sais, puis mes parents m'ont un peu transmis leurs valeurs avec l'argent, comment la gérer, puis c'est une valeur que j'adhère. Quand il s'agit de dépenses, j'ai réfléchi. Je suis pas prêt, je suis pas quelqu'un d'émotionnel, donc à dépenser comme ça, donc je réfléchis avant. Allons-y maintenant avec quelques statistiques et on aura la réaction de nos invités. On le disait tantôt, près de la moitié des jeunes ont une carte de crédit à 16 ans. Moi, je trouve ça vraiment tôt. 55 % d'entre eux établissent un budget. Tout de même. Quand même la moitié. 80 % déclarent mettre de l'argent de côté. Et moi, je connais pas grand monde que c'était le cas à l'époque. Pour 81 % des 15-20 ans, ce sont les parents qui sont la principale source de conseils en matière de finances. On en discutait tantôt. En général, les jeunes se sentent insuffisamment préparés à rapport à l'argent. Ça, c'est peut-être un peu normal quand même, M. Arsenault. Ça serait drôle, un peu une réponse inverse, je suppose. Ouais. Et puis, je vais terminer avec ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Gagner 75 000 $ par année serait le salaire idéal pour être heureux. En fait, c'est qu'on note qu'il n'y aurait pas vraiment d'impact passer ce salaire-là. Bon, c'est une autre chose d'être millionnaire, là, on s'entend, mais qu'est-ce que vous avez peut-être à répondre là-dessus, M. Arsenault? Bon, on parlait tout à l'heure de si l'argent fait le bonheur ou pas. Donc, je pense que c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui amène finalement un bonheur personnel, qui est aussi un bonheur familial, puis pour la société. Le chiffre de 75 000, c'est plus ou moins arbitraire, hein, parce qu'on peut être heureux avec moins, puis il y en a, ça prend 2 fois plus pour être heureux aussi. Donc, dans le fond, mais la statistique veut démontrer qu'avec ce salaire-là, on est capable d'avoir une maison, une auto, un petit peu de vacances, puis élever une famille. Plus que ça, ta maison est juste plus grosse, ta voiture est juste plus luxueuse, puis tu as 3 fois plus de vacances ou 2 fois plus que... Bien, tu as la base. Ça, c'est prouvable au niveau des chiffres, au niveau de technique, là, mais au niveau humain, non. Puis en plus, on s'entend, si on habite 2 puis on a 2 fois ce salaire-là, bien là, c'est autre chose. On est 2 fois plus heureux. Est-ce qu'il y a un salaire que vous visez, peut-être justement en tant qu'étudiants qui veulent faire une carrière importante dans l'avenir? Est-ce que vous avez déjà pensé à un salaire qui vous interpellerait dans les années futures? Je ne vais pas faire ma vie sur le restant de ma vie sur le salaire minimum, là, on s'entend, mais comme que je dis encore, je me donne pas de chiffres. J'y vais. Moi, personnellement, je veux étudier dans ce que j'aime, je veux faire ce que j'aime. Je veux pas... Je priorise plus l'intérêt que le salaire. Oui, le salaire va venir en ligne de compte, c'est clair. Je ne veux pas avoir fait un bac pour faire un job au salaire minimum. On s'entend, j'ai fait un investissement dans mes études, j'ai investi pendant des années importantes de ma vie pour avoir ce diplôme-là. Mais est-ce que je fais les études pour le salaire? Non. Pas vraiment. Non. Laurence, même chose pour toi? Moi, je veux dire, je n'irai pas avec des chiffres non plus parce que je ne sais pas encore à mon âge que c'est que je voudrais vraiment comme salaire. C'est sûr qu'on veut tout un salaire élevé, comme n'importe qui. C'est vraiment stupide de dire qu'on n'en veut pas. Mais j'ai jamais fait mes choix de carrière axés sur l'argent. Jamais, jamais, jamais. Je me suis dit que justement, si j'aime ce que je fais à un moment donné, puis que j'aime assez pour être la meilleure, entre guillemets, ça va finir par payer au bout du compte. Là. Mais tout ça pour dire que non, j'ai pas de salaire idéal. C'est sûr qu'on veut tout avoir un mode de vie, avoir une sécurité, être capable de pas trop regarder ses dépenses, tu sais, les regarder, mais de pas trop être inquiète par rapport à ses dépenses. Fait que je veux être assez confortable dans ma vie pour faire ça. Mais j'ai pas de salaire idéal, non. Puis en même temps aussi, il faut dire qu'avec les années qui passent, les salaires idéaux ne sont peut-être plus les mêmes. Hein, avec le coût de la vie, les chiffres gonflent. Moi, je me souviens, et je vais parler pour moi, je me souviens assez jeune, assez rapidement, puis je connaissais même pas le salaire de mes parents, mais je me disais que 50 000, c'était un beau chiffron. Je me disais que je serais heureux, entre guillemets, avec ça. En tout cas, j'avais ça comme objectif quand j'avais votre âge. Comme dernier bloc aussi, je voulais parler du fait que l'argent peut être tabou, mais est-ce que c'est encore tabou aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler ouvertement avec monsieur, madame, tout le monde, ou presque, là, d'argent? Bien, moi, je dirais que c'est un peu tabou dans le sens que c'est très personnel. T'sais, le tabou amène quelque chose de personnel. C'est comme parler de religion ou de politique. Donc, parler d'argent, c'est tellement des choix personnels qu'on peut faire que
c'est facile d'avoir une divergence d'opinion par rapport à l'argent parce qu'on fait des millions de choses avec l'argent et il n'y en a pas un avec le même salaire, les mêmes revenus qui va faire les mêmes choix. Donc, ça devient personnel. Et qui dit personnel dit comparaison. Qui dit comparaison dit je suis plus fin que toi, plus fin que l'autre. Fait que là, c'est sûr que ça devient un petit peu tabou parce qu'il y a une limite à pas dépasser, là, selon moi. Et ça serait quoi? Parler peut-être du salaire que l'on fait? Bien, parler des bonnes choses qu'on peut faire avec l'argent. Se payer une bonne santé, élever ses enfants, avoir une carrière qu'on aime, puis avoir étudié ou pas, ou relativement par rapport à ce poste-là, ce travail-là. Donc, des choses qui nous donnent des bonnes qualités d'être humain, en fait. Et ça, c'est le fun d'en parler parce que ça n'enlève rien à personne. Mais quand je vais dire que j'ai la plus grosse voiture de l'année et dans un party, puis que je regarde qui a pareil que moi, puis il n'y en a pas, puis ça devient arrogant et ça devient tabou parce que c'est sûr que ça crée de l'isolement. Personne ne veut ça. Donc, même si on a l'impression qu'on en parle de plus en plus, ça reste tabou. Selon moi, oui. Sadrac? Moi, il n'y a rien qui m'irrite le plus que quelqu'un qui s'auto-valorise en fonction du revenu qu'il fait. Moi, je fais 50 000. Il marche avec sa clé de Mercedes. Là, puis, non, comme... C'est tellement... Il y en aura toujours des gens comme ça, malheureusement, oui. Non, c'est tabou, oui, c'est personnel. Je ne vais pas me mettre à parler ouvertement de mon salaire, donner des chiffres. Même si j'en parle, qu'est-ce que ça va amener dans le sujet de conversation qu'on a? Si je me mets à parler de mon salaire, OK, pourquoi tu parles? Oui, c'est encore tabou et ça va rester tabou, mais je pense qu'on est dans une génération présentement où est-ce qu'on est, on est plus ouvert par rapport à nos valeurs, par rapport à l'argent, comme on parlait d'Instagram, de Facebook tantôt, que on est conscient, on sait que c'est pas le montant d'argent que tu fais qui définit qui tu es, et on le sait et on en parle ouvertement. Je pense qu'on est rendu plus ouvert à ça, mais le côté narcissique, au niveau de la personnification que tu te fais de l'argent, là, c'est encore tabou. Ouais. Laurence, t'es à l'aise de discuter finances, argent avec la famille, les amis? Non. Pas vraiment? Non, mais je veux dire, je trouve que c'est de moins en moins tabou dans la mesure où on dirait que maintenant, tu sais, je veux dire, des salaires, il y en a qui sont écrits sur Google. Tu sais, tout le monde sait qu'un médecin normal fait combien, un médecin généraliste fait combien, spécialisé fait combien, un avocat dans une grosse firme fait combien. Tu sais, comme tout le monde le sait à peu près. Fait qu'on dirait que c'est comme un non-dit, tout le monde le sait à peu près. Fait que c'est vraiment par rapport à ton statut. Tu sais, tu dis que tu es avocat, bien, tu sais, t'es au NE, genre, puis surtout si tu es dans la firme au centre-ville de Montréal, la plus grosse, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est comme un genre de non-dit. Fait que t'as même plus besoin, on dirait, de dire ton salaire, uniquement ce que tu fais, puis quasiment tout le monde le sait. Fait que je pense que ça s'en vient de moins en moins tabou, mais je pense pas que c'est pour le mieux, je pense pas que c'est la bonne chose à faire, tu sais. Faut se garder une gêne, genre, c'est le fun de pouvoir faire ce que t'aimes, de savoir qu'il y a uniquement toi qui sais ton salaire, puis qui sait tes dépenses, puis que ça te regarde de toi, c'est ton jardin secret. Puis à la limite, bien, on peut pas empêcher les gens de le dire non plus. Si on a le goût de parler de leur salaire, bien, qu'ils le fassent, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas la chose à faire, mais quelqu'un qui veut pas être son salaire, tu vas pas y empêcher non plus. Ouais. L'émission tire à sa fin, mais juste par curiosité, une façon un petit peu plus loufoque, là. Un ami vous demande de prêter une somme d'argent importante. Est-ce que vous le faites? Importante? Oui, je sais pas. Qui, là? Quelques centaines de dollars, mettons, il est mal pris. Est-ce que vous prêtez? Qui? Si je sais qu'il est fier, il va me rembourser, oui, là, parce que oui. Ça dépend aussi du besoin, là. Si tu me dis c'est pour t'acheter la paire de Nike qui vient de sortir. Voilà, non, c'est peut-être pas, mais... Oui, exact. Ça dépend de ton budget. Oui, c'est ça. C'est la marge de manœuvre. Hein? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, Sylvain Arsenault, qui est comptable professionnel agréé. On peut vous rejoindre d'une façon? Oui, s.arsenault@centreexcel.com. Et j'ai l'impression qu'on va vous revoir en studio aussi pour une autre émission prochainement. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là. Sadrac, à Laurence, on se dit à la semaine prochaine. Salut. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là.